mon intervention est en fait une intervention de témoignage d'un commissaire-priseur de région et qui a une activité classique comme la grande majorité de mes confrères, avec effectivement parfois des interventions dans le net et des ventes online. On abuse effectivement, et vous faisiez tout à l'heure cas de vente de vaches. C'est plus effectivement mon quotidien que les ventes en ligne. Alors pour en revenir donc à la réforme proprement dite, aux réformes proprement dites, tel qu'on l'a vécu, en tout cas tel que je l'ai vécu, et excusez-moi l'expression, ça a été, je pense, un formidable coup de pied aux fesses que la profession a pris et qui a réveillé, j'oserais dire, une belle endormie. On l'a dit, la profession, en tout cas la France dominait le marché il y a 60 ans, elle se trouve en 3e position, 4e position actuellement, et il y a lieu effectivement de redynamiser. Et je crois qu'effectivement ces deux réformes successives ont permis de donner d'insuffler cet état d'esprit d'être plus entreprenant. Je me souviens donc de l'arrivée en l'an 2000 des anglo-saxons. C'était pris comme effectivement pour nous une menace, un risque. Comment allait-il se comporter en arrivant en France? Allait-il avoir un dumping sur les frais? Ils étaient capitalisés, nous ne l'étions pas. Allait-il poser des antennes dans toutes les grandes villes de région? Donc il y avait effectivement, il y a eu un sentiment de crainte qui, avec le recul, a été bénéfique. Et en ce qui me concerne et un certain nombre de confrères de région, on a eu effectivement du coup cette réaction de dire: si on reste seul dans notre coin, on va mourir. Donc, tant qu'à mourir, mourons avec les armes. Et on s'est regroupé à une quinzaine de confrères. Nous avons créé un groupe de commissaires-priseurs, le groupe Ivoire, de manière à pouvoir avoir une visibilité sur la scène, en tout cas nationale, à défaut d'être internationale, et de pouvoir donc améliorer la communication, avoir une attachée de presse, avoir mutualisé nos résultats et montrer en tout cas que dans nos régions, nous ne subissions pas une réforme, mais nous la prenions peut-être à bras le corps. Si on en revient une fois qu'on a quitté en fait cet esprit insufflé par la réforme, les mesures que les deux textes nous ont apportées, certaines, il faut le reconnaître, ont amené une plus grande souplesse dans notre pratique quotidienne. Je les énumérerai rapidement. C'est l'exercice sous forme de société commerciale qui, fiscalement, nous a permis de créer des réserves et donc d'avoir, pour certains, une meilleure assise financière et donc d'avoir un système, si j'oserais dire, d'amortisseur face à des périodes un peu plus difficiles, telles que celles que nous vivons. Un élément important aussi, c'est la liberté des tarifs qui permet de répondre à des stratégies. À Paris, la stratégie peut-être d'avoir des frais acheteurs beaucoup plus importants pour avoir des frais vendeurs moins importants de manière, en termes de concurrence, peut-être entre confrères et maisons de vente parisiens. La province a peut-être plus équilibré les frais entre acheteurs et vendeurs. Mais autre élément positif tiré des textes, les possibilités de vente en after-sale. Donc, hors question pour moi de publier une liste des résultats des invendus et en espérant aller à la pêche à la ligne de certains acheteurs qui n'attendent que ça pour pouvoir bénéficier d'une bonne affaire. C'est pas vendu, donc je vous propose un prix encore inférieur à ce qu'on en espérait. Mais ponctuellement, l'after-sale effectivement rend des services à quelqu'un qui a assisté à la vente et peut-être n'a pas été réactif à un regret d'achat, ou celui qui, voyant maintenant grâce à Internet les résultats d'une vente, s'aperçoit que l'objet n'est pas vendu et peut vous demander ponctuellement s'il peut acquérir le bien, ou la personne qui était en voyage, et puis j'arrive et je vois que vous aviez tel objet. Donc effectivement, ce sont des mesures qui nous apportent des plus. Autre élément qui nous facilite
qui apporte une souplesse, c'est en cas de défaut de paiement. Auparavant, on avait la formule de la folle enchère qui était très compliquée. L'acquéreur restait propriétaire de son bien. Pour se défaire de ce mauvais pas, il fallait effectivement avoir une procédure qui était longue, difficile, de folle enchère, qui menait malheureusement souvent pas grand-chose, et maintenant la possibilité d'annuler une vente au bout de 3 mois redonne une liberté, soit à l'acquéreur de reprendre son bien, soit il nous le reconfiera pour une vente ultérieure. Autre possibilité, c'est les ventes de biens neufs, notamment surtout de stock, et surtout là aussi certains, dans des périodes difficiles, professionnels peuvent avoir besoin de réaliser un stock, et donc ça nous permet de le vendre de manière volontaire sans passer par une ordonnance du tribunal de commerce. Et sans vouloir agiter un chiffon rouge, les ventes de gré à gré dans des structures comme la nôtre, et je pense comme une très grande majorité de confrères, ce ne sera pas du tout quelque chose qui sera utilisé, mais ça peut rendre service, le cas peut se présenter, donc pourquoi s'en priver? Et je voudrais dire aussi que le cas peut se présenter dans le domaine du matériel industriel, où vous avez des sociétés de crédit qui financent des bouts de chaînes de production. L'entreprise n'arrive pas à financer, à payer ses échéances, et on vous charge de régler ce bout de chaîne de production. Il est impossible, inimaginable de faire une vente aux enchères à l'intérieur d'une entreprise qui continue à fonctionner. Donc on peut avoir effectivement la possibilité de trouver peut-être un refinancement pour cette entreprise, mais en tout cas d'éviter cette vente aux enchères qui serait même quasiment impossible. Autre et dernier point, et on ne va pas se cacher, c'est la prescription des actions en responsabilité qui, de 30 ans, est passée à 5 ans, et ce qui est effectivement un élément positif. Le commissaire-priseur de région a un rôle important et essentiel. Il a un rôle d'animation dans sa cité. Il a un rôle de mixité sociale qui est important, qui n'a effectivement pas assisté à une vente courante dans nos villes de région, ne voit pas l'ambiance qu'il peut y avoir avec ce melting pot, ce mélange entre le travailleur immigré qui vient chercher un bien se meubler de manière peu coûteuse, et puis la femme de médecin qui, elle, est en train de chiner, et tout ça se brasse dans une ambiance assez folklorique. Donc il y a ce lien et un travail et une proximité que l'on peut apporter, et une défense des intérêts du consommateur d'une manière générale et des vendeurs en particulier. Se pose effectivement le problème du courtage en ligne, mais je voudrais aussi poser le problème, et dans nos régions, c'est ce qu'on voit, il y a une multiplication des vides-greniers, et on voit maintenant des vides-maisons. Qu'est-ce qui empêcherait un particulier de vendre aux enchères ses propres biens? Il n'a pas de mandat, il est propriétaire. Qu'est-ce qui l'interdit de vendre ses propres biens aux enchères sur le pas de sa porte? Qu'est-ce qui interdirait à un antiquaire de vendre ses propres biens, sa propre marchandise aux enchères? Il n'y a pas de mandat, on est donc dans un marché là aussi dérégulé. Je soumets la question à des juristes mieux placés que moi pour y répondre.